science-fiction à l'hôtesse mannequin. Dans cette dictature de la pensée unique, les technocrates, les activistes et de nombreux journalistes ne s'intéressent qu'à la partie qui va dans leur sens et censurent ou dévalorisent le reste. On décide de ce que le peuple doit penser. On s'en souviendra du confinement. Jamais dans son histoire, la France n'a, paraît-il, accumulé une telle somme de dettes privées et publiques. Les chômeurs sont également très nombreux. 4 millions de gens n'ont aucun emploi. Le chômage pourrait monter de 7% environ jusqu'à 11% à la fin de l'année prochaine, d'après l'INSEE, car la France a enregistré, vous l'imaginez bien, une chute historique de son produit intérieur brut depuis le confinement, et la consommation n'a pas repris depuis. Les Français n'ont pas l'air de vouloir dépenser les 75 milliards qu'ils auraient économisés pendant les 2 mois où ils sont restés chez eux. On s'attend donc à une explosion des faillites d'entreprises cet automne. Alors comment la France peut-elle s'en sortir sur le plan économique? Pour en débattre, nous avons invité Jean-Marc Daniel, qui est économiste, fournisseur à l'École supérieure de commerce de Paris et directeur de la revue Sociétale. Votre dernier livre, c'était sur Emmanuel Macron, La valse folle de Jupiter à l'archipel. Vous lui conseilleriez quoi à Emmanuel Macron pour sortir le pays de la crise du Covid sur le plan économique? Oui, sur le plan économique. En 2 mots, la crise est une crise qui n'est pas une crise économique en tant que telle au départ. C'est un choc exogène qui a été porté sur l'économie. On a empêché les gens de travailler pendant 55 jours. C'est ça qu'il faut réparer. Donc, il faut réparer les entreprises. Et pour réparer les entreprises, je lui conseillerais non pas de faire 100 milliards de plans de relance, mais d'abaisser de 70 milliards les impôts que doivent les entreprises, indépendamment de toute activité, ce qu'on appelle les impôts de production. Et puisqu'on n'a pas travaillé pendant 55 jours, je lui conseillerais de supprimer un certain nombre de jours fériés pour qu'on puisse se remettre au travail. Je lui conseillerais, pour conclure, d'appliquer le mot d'ordre de Maurice Thorez en 1944, produire d'abord, revendiquer ensuite. Dominique Méda, vous êtes sociologue du travail, professeur à l'université Paris-Dauphine. Votre dernier ouvrage, Une autre voie est possible, avec Éric Heyer et Pascal Locquiec, ressort en poche chez Flammarion dans une édition augmentée. Il y a même un chapitre sur la crise du Covid et ses conséquences, ainsi qu'une préface inédite. Vous lui conseilleriez quoi, Emmanuel Macron, vous ? D'une certaine manière, je lui avais, sous forme de question, suggéré quelque chose quand il y avait eu le grand débat avec les intellectuels, un bien grand mot, mais bon, ça s'appelait comme ça. Et donc, je lui avais demandé s'il pensait que c'était une bonne idée d'investir pendant 10 ans 20 milliards d'investissements publics supplémentaires dans la transition écologique. Et il m'avait répondu que c'était une mauvaise idée, que Sarkozy l'avait fait et que ça n'avait pas fait baisser le chômage, donc c'était pas dans ses intentions. Il paraît qu'il y a 20 milliards prévus dans le plan de 100 milliards de relance, mais on y reviendra. Il paraît, puisqu'il n'est pas encore sorti. Christian Saint-Étienne, professeur titulaire de la chaire d'économie au CNAM, vous publiez chez Odile Jacob le libéralisme stratège contre le chaos du monde. Alors comment le libéralisme stratège pourrait remédier à la crise née du Covid-19 ? Alors la crise du Covid-19, en fait, accélère une transformation qui était à l'œuvre depuis une quinzaine d'années
avec la mutation numérique sur la base de la transformation du système informatique. La France a pris beaucoup de retard, son système productif a pris beaucoup de retard dans la transformation qui donc est à l'œuvre au plan mondial depuis une quinzaine d'années et qui se traduit d'ailleurs aux États-Unis par les GAFAM, en Chine par les BATHX et en Europe par rien. Donc c'est pas seulement un problème français, c'est aussi un problème européen, mais en plus nous avons un système industriel qui est très affaibli. Donc dans ce contexte, moi je lui suggérerais, alors Jean-Marc Daniel a parlé de 70 milliards, moi aussi ma recette est de 70 milliards, mais pas la même utilisation. Je proposerais de faire un fonds d'investissement avec les banques et les fonds d'investissement de 70 milliards d'euros. Pourquoi 70 milliards ? Parce que c'est la proportion relative de la France par rapport au PIB de l'Allemagne. Nous sommes tombés malheureusement à 70% du PIB de l'Allemagne. Nous avons régressé d'une dizaine de points dans les 10 dernières années. Donc on voit que c'est pas seulement le Covid le problème. Et ces 70 milliards, 30 milliards venant des compagnies d'assurance, une vingtaine de milliards venant des fonds d'investissement et l'État mettant une vingtaine de milliards. Ah, ça a bugué. À recruter des entreprises pour leur permettre de se transformer. Nicolas Dufresne est économiste également, on le reconnaît à sa chemise rayée, puisque tous les économistes ce soir ont une chemise rayée. Haut fonctionnaire, directeur de l'Institut Rousseau, vous êtes le co-auteur avec Alain Grandjean du livre « Une monnaie écologique » qui est paru en février dernier chez Odile Jacob avec une préface de Nicolas Hulot. Alors vous lui conseilleriez quoi au président de la République ? Alors, je lui conseillerais, premièrement, d'accentuer le plan de relance, de faire beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qui est prévu de faire. Je trouve déjà qu'on a des plans de relance qui ont été bien inférieurs à ce qui aurait pu être demandé et attendu dans un contexte de crise comme le nôtre. Je rappelle que le plan de relance européen fait 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts mais qui ne seront pas utilisés, alors que le Parlement européen demandait 2000 milliards d'euros et que Thierry Breton, le commissaire européen à l'économie, demandait lui aussi 2000 milliards d'euros. Donc on est très loin de ces montants-là. Sur le plan de relance français, en fait, il y a 40 milliards d'euros que la France va toucher de la part de l'Union européenne, mais que finalement on remboursera aussi, qui vont venir s'imputer en moins sur les 100 milliards d'euros et non pas en plus. Donc là, on a une comparaison avec l'Allemagne qui, en juin, a fait un plan de relance de 130 milliards d'euros. Donc déjà, si on avait additionné les 40 milliards d'euros qu'on va recevoir de l'Union européenne aux 100 milliards d'euros, plutôt que de les soustraire, on aurait eu un montant plus important. Juste un constat rapide, en fait, la récession, pour l'instant, dans le dernier projet de loi de finances, on prévoit une récession de 11 points de PIB pour l'année 2020. Ça représente une chute du PIB d'environ 270-280 milliards d'euros. Et on a un plan de relance de 100 milliards d'euros. C'est donc tout à fait insuffisant pour relancer l'activité et bien sûr, n'en parlons pas, pour opérer une véritable politique. Alors Dominique Méda parle de reconversion écologique, nous à l'Institut Rousseau on parle de politique de reconstruction écologique, mais au-delà des termes, c'est tout à fait insuffisant pour impulser cette dynamique-là. Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments, on sait qu'il faut 20 milliards d'euros par an pour rénover 700 000 logements et dans le plan de relance, seuls 2 milliards d'euros seront prévus à travers le dispositif MaPrimeRénov' de ce que l'on sait aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il aurait fallu peut-être remettre en cause certains dogmes, notamment des dogmes monétaires, des dogmes sur la dette, avoir une ambition plus importante, effectivement monter des fonds d'investissement pour aider les entreprises et avoir une réponse globale beaucoup plus ambitieuse que celle qui se déploie aujourd'hui en Europe et en France.
Alors justement, sur ce plan de relance de 100 milliards, vous avez l'air tous en tout cas, un certain nombre d'entre vous, de trouver ça insuffisant. Est-ce que ça n'est pas tout simplement qu'on ne peut pas s'offrir plus ? Après tout, comme l'a dit Christian Saint-Etienne, on est moins riche que l'Allemagne, on est même carrément plus pauvre maintenant. Il est logique que, donc on ait moins de milliards à mettre sur la table, peut-être, Jean-Marc Daniel ? 3 remarques par rapport à ce plan de relance. Moi, je ne trouve pas qu'il est insuffisant, je trouve qu'il est excessif. Au contraire. D'abord, je citerai, alors c'est un peu prétentieux, mais Montaigne qui disait que les sujets d'un prince excessif en don se rendent excessifs en demande. Cette idée qu'on va pouvoir dépenser les milliards, 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, je pense que ça effraie la population. On lui a dit il y a un an qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser le régime de retraite avoir 12 à 13 milliards de déficit. Et maintenant, on lui dit on peut dépenser 100 milliards. Et des gens lui disent mais pourquoi s'arrêter à 100 milliards ? Pourquoi pas 120 ? Pourquoi pas 130 ? Et je crois que c'est non seulement aberrant aux yeux de la population, mais même anxiogène. Et donc, on commence à voir, effectivement, vous le dites, la population ne dépense pas, le cours de l'or monte, il y a toute une partie de la population mondiale qui commence à s'inquiéter de cette masse d'argent dont on ne sait pas d'où il vient et qui est annoncé comme pouvant être dépensé comme ça, sans aucune conséquence. Le deuxième élément, c'est que je pense encore une fois que dans l'immédiat, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas travaillé. Et donc l'enjeu, c'est de se remettre au travail. Il faut produire. Et donc l'enjeu, c'est pas de dépenser, mais de permettre aux entreprises de travailler. Et je crois qu'un des enjeux clairs, ça devrait être de dire une bonne fois pour toutes les conditions dans lesquelles on va pouvoir travailler. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un masque ou pas un masque ? Est-ce que comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser ? Et je crois que ça doit être négocié aussi au niveau local, que les entreprises se saisissent de cette affaire et que ça relève pas d'un plan de relance. Et la troisième remarque que je ferai, c'est que concrètement, le capital n'a pas été détruit. Et le pouvoir d'achat potentiellement existe. Vous le disiez, il y a de l'argent. Et donc je crois que le véritable enjeu, c'est de rétablir véritablement une forme de confiance. Dès que le déconfinement a eu lieu, c'est remonté très très vite. Je rappelle que en avril, 60% de l'appareil de production a été utilisé. Et en juillet, on était remonté à 75% de l'appareil de production, alors qu'en temps normal, on est à 82% de l'appareil de production. Donc, il y a une capacité tout de suite de réponse. Mais cette réponse, elle suppose qu'effectivement, il y ait une lecture et une donnée claire de ce que la politique que l'on mène et l'idée, effectivement, que ça repose sur les entreprises et pas sur cette espèce de valse des milliards dont on ne sait pas d'où ils viennent, dont on ne sait pas ce qu'on va en faire et qui sont référencés, la conversion écologique, la solidarité, la souveraineté. Tout ça est extrêmement confus et je pense que c'est plus négatif que véritablement porteur d'avenir. Dominique Méda n'a pas l'air d'accord. Trop d'argent ou pas assez d'argent, Dominique ? Alors, sur les 100 milliards du plan de relance, on ne connaît pas le contenu, mais apparemment, il y aurait 30 milliards justement qui concerneraient l'écologie. Mais si j'ai bien compris, 30 milliards sur 3 ans. Et donc, Jean-Marc Daniel dit qu'on n'a pas assez travaillé. Mais moi, ce que je trouve absolument admirable, c'est qu'on dispose aujourd'hui de beaucoup de travaux. Je pense à ceux de I4C, de la Convention climat, de WWF, etc., qui ont montré... Je ne veux pas vous couper, mais quand je dis qu'on ne travaille pas assez, ce n'est pas les intellectuels qui ne travaillent pas assez, c'est les gens dans les usines. Enfin, comme je le dis, il faut commencer par revenir dans les usines avant d'aller dans les magasins. Il faut produire. D'abord, revendiquer, ensuite. Je remarque que les chemises rayées parlent beaucoup plus que les chemises blanches. Alors, je vous rends la parole. Donc, je reviens à mon petit propos. Donc, vous avez réussi à me déconcentrer, en fait. Vous étiez en train de nous dire qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la Convention. Oui. Bon, qui nous disent quoi ? Qui nous disent qu'on a là une occasion historique de faire cette reconstruction ou reconversion écologique qu'on doit absolument faire pour éviter ce qui s'est passé en 2008. Souvenez-vous, après la crise de 2008, on a fait une relance brune, c'est-à-dire en utilisant l'énergie fossile, etc., ce qui nous a éloignés de l'atteinte de nos objectifs climatiques. Et en plus, on a eu toute une série d'économistes qui très vite nous ont dit, un peu comme le gouverneur de la Banque de France aujourd'hui, qui nous ont dit attention, il ne faut pas non plus trop s'endetter, il faut vite redevenir sérieux et faire finalement de l'austérité budgétaire. Donc, moi, il me semble que bien sûr qu'il faut qu'on s'endette massivement, c'est un peu ce qu'on raconte dans le bouquin Une autre voie est possible avec Éric Heyer et Pascal Locquet, mais s'endetter pas pour faire n'importe quoi, mais pour mettre
tout ce qu'on peut dans cette reconstruction de notre économie. Il faut rebâtir notre économie pour la faire passer dans une autre situation, rénover les bâtiments, investir dans les infrastructures. Vraiment, là, on sait à peu près bien tout ce qu'il faut faire. Ça demande un argent monstrueux. Je reviens à ce que je disais au début. Emmanuel Macron disait à un moment qu'il n'y avait pas d'argent magique. Maintenant, il y a de l'argent, mais sachons l'utiliser intelligemment. Mettons tout. On a une occasion historique de changer les choses, de se remettre sur la bonne route pour les enjeux climatiques. Et puis, essayons également de conditionner tout cet argent pour la relance, toutes ces aides, de les conditionner à des critères sociaux et environnementaux. Mais ça veut dire, Dominique, qu'il ne fallait pas fallait pas donner 18 milliards à l'aérien et à l'automobile, qui sont deux secteurs où la France a des champions et qui, surtout, il y a beaucoup d'emplois. Il ne fallait pas leur donner d'argent. Oui. Mais vous avez vu, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de conditions à la fois sociales et écologiques pour cet argent. Si, il y a eu des conditions. Elles sont très faibles. L'interdiction des vols intérieurs qui peuvent s'effectuer par des TGV, et ça, le gouvernement a même tout de même mis des conditions. On aurait pu quand même aller beaucoup plus loin. Et puisqu'on parle d'emploi, je rappelle les chiffres qui sont issus là, du rapport WWF et Ernst & Young, qui est sorti en juillet, qui nous dit qu'on pourrait soutenir, maintenir, créer 1 à 2 millions d'emplois avec la rénovation thermique des bâtiments, l'investissement dans les infrastructures, le train, le ferroviaire et l'agriculture biologique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Qu'on puisse à la fois coupler, c'est le double dividende, qu'on puisse coupler nos objectifs climatiques avec de la création d'emplois, c'est vraiment formidable. Christian Saint-Etienne. Oui, alors d'abord je voudrais quand même appuyer ce qu'a dit Dominique Méda. Ça fait longtemps que moi-même je me bats pour le fait d'isoler les logements. Nous avons 30 millions de résidences principales en France. Nous savons qu'il y a 8 millions de ce qu'on appelle épaves thermiques. Donc il y a déjà des analyses qui ont été faites. Si on crée une filière qui permettrait d'isoler, par exemple, 1 million de logements par an, il faut créer 300 à 400 000 emplois pérennes. Donc, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Mais justement, c'est quelque chose qu'on aurait déjà dû faire depuis 15 ans. Alors, oui. Il faut bien voir ce que ça implique. C'est pas seulement de dépenser de l'argent, c'est construire une filière. Donc, pour construire une filière, il faut des écoles, il faut de l'apprentissage, il faut de la formation et de la reformation. Donc, parce que isoler des maisons ou des appartements, ça se décrète pas. C'est un travail extrêmement technique. Il faut former les gens. Donc, si on crée une vraie filière, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça réduit massivement, évidemment, les émissions de CO2. Ça réduit aussi les importations de pétrole. Ça crée donc des emplois pérennes. Or, il se trouve que dans ce domaine-là, nous avons des entreprises extrêmement puissantes, parce que c'est les entreprises qui vont faire l'isolation. Nous avons des maisons comme Saint-Gobain, tous les grands constructeurs. Donc, il faut mettre en place une politique nationale. Il y a déjà eu des réflexions. C'est pas logement par logement qu'on va rénover. Il faut rénover des quartiers entiers, voire des villes entières, pour que ce soit efficace. C'est marrant parce ça fait 15 ans qu'on aurait pu commencer ça. Je ne comprends pas moi-même pourquoi on n'a pas commencé ça. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Donc, ça c'est une transition. La transition écologique est très importante. Un autre point sur la transition écologique, Dominique Méda parlait d'infrastructures. Nous avons des infrastructures qui doivent être rénovées, indépendamment du fait d'en reconstruire de nouvelles. Notamment, nos routes peuvent être numérisées pour augmenter les possibilités de trafic sans avoir à construire de nouveaux équipements. Donc, il y a une rénovation complète de notre système d'infrastructures. Il faut
rénover notamment tous les transports publics, parce que ce qu'on appelle la transition écologique, c'est une densité sur des infrastructures de transport public. Donc, il faut repenser les villes dans ce contexte. Et donc, tout ce travail, on le sait qu'il faut le faire depuis 15 ans, donc il faut vraiment le faire. C'est la transition écologique, c'est pas l'arrêt de la production, c'est un autre modèle qui nous permet d'entrer dans la croissance durable. Ça réduit, comme je le disais, les émissions de CO2, mais c'est très important aussi les importations de pétrole et de toutes les matières carbonées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui coche beaucoup de cases dans les bonnes politiques qu'il faut mettre en œuvre. Mais l'autre transition qui est aussi importante... Je suis très heureuse de cette convergence. Et l'autre transition qui est absolument majeure, c'est la transition numérique, où la France a pris un retard considérable. Et là aussi, il faut investir dans la robotisation et la numérisation de notre système économique pour reprendre des parts de marché et pour reconstruire un système productif efficace. Je donne juste un chiffre. Malheureusement, vous prenez les PME, les ETI françaises, vous en avez encore 35% qui n'ont même pas de site internet crédible, alors que le chiffre comparable en Allemagne est 15%. Donc là, il y a des initiatives. Alors, la BPI a déjà pris des initiatives, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et je termine par là aussi une proposition. On va avoir une année scolaire, enfin, les diplômés de 2019 et peut-être même ceux de 2020 vont avoir du mal à trouver du boulot. Moi, je proposerais une initiative temporaire qui pourrait durer 2 ou 3 ans, où l'État, en lien avec les régions et les départements, propose un emploi d'1 an aux jeunes diplômés pour les mettre dans les entreprises, pour aider les entrepreneurs à numériser leur boîte. Les jeunes recevant une formation de 2-3 mois, puis ensuite on les envoie dans les entreprises. Les jeunes sont très très bons dans toutes les questions numériques. Et ça leur mettrait le pied à l'étrier. Donc, il y a une initiative absolument majeure qui permettrait, là aussi, de traiter l'énorme problème d'emploi des jeunes qu'on va se prendre en plein dans la figure sur les 2 années qui viennent et qui permettrait d'agir sur la robotisation, numérisation de notre système productif. Est-ce que ça n'a pas été terrible, d'ailleurs, cette période de confinement où la France a été obligée de constater que non seulement pendant ces 2 mois, on n'a pratiquement jamais utilisé aucune application française, toujours des applications américaines ou chinoises, peut-être quelques jeux vidéo français, à la limite, c'est tout ce qu'on a pu utiliser. On a un retard considérable et, à ma connaissance, l'application Stop Covid ne marche pas. Oui, on n'a pas été foutu de faire une application de traçage qui fonctionnait. Oui, vous avez raison, alors que nous avons des sociétés d'informatique qui sont très bonnes, de services informatiques, parmi les meilleurs du monde. Là, de mon point de vue, c'est une déficience de l'État stratège qui n'a pas compris depuis 15 ans à la fois la transition écologique dont on parlait tout à l'heure. Enfin, je reste stupéfait qu'on n'ait pas lancé cette transition écologique, notamment, c'est quand même pas compliqué de construire une filière pour traiter ce problème. Et la transition numérique, c'est la même chose. Donc, il y a une déficience d'action publique collective qui prennent en compte les contraintes. Ce que vous venez de rappeler, Frédéric, est assez terrifiant parce que on a des gens très très bons dans ces domaines et il n'y a pas eu d'action collective qui permette de remonter le niveau de la France dans les technologies numériques. Nicolas ? Oui, alors moi je partage beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Alors sur par exemple les infrastructures, notamment les infrastructures ferroviaires, on sait qu'aujourd'hui il faut relancer massivement le fret ferroviaire. On est à moins de 40%, on a perdu 40% de fret ferroviaire au cours des dernières années, là où l'Allemagne et l'Italie même se sont maintenus. Il faut effectivement rénover 700 000 logements par an pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et on n'y est pas du tout. Et là encore, totalement d'accord, on aurait pu construire une filière, on pourrait toujours faire de la formation, aider les entreprises.
faire la réglementation qui va avec aussi. La Convention citoyenne pour le climat a proposé de nombreuses choses. Donc effectivement, et puis alors sur le numérique, on est entièrement d'accord. Sur le numérique, il faut savoir que même des services de l'État comme la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, font appel à des sociétés américaines pour analyser les données de sécurité de ressortissants français. Pareil sur les câbles sous-marins qui permettent le très haut débit, on est très dépendant de compagnies étrangères et notamment de Google qui s'est mis à construire ses propres câbles. On a comme ça toute une série de dépendances qui nous fragilisent et qui ne constituent pas en effet une preuve de maturité dans la stratégie de souveraineté industrielle et de développement industriel. Après, je voudrais aussi revenir sur ce qui a été dit par Jean-Marc Daniel tout à l'heure sur la masse d'argent qui circule. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir comme ça une impression de sidération devant des grands chiffres, du quantitative easing, des plans de relance. Mais il faut savoir que ces plans de relance, je l'ai un peu dit tout à l'heure, en fait c'est pas grand-chose. Le plan de relance européen, vu qu'il s'étale sur 3 ans, c'est moins de 0,5% du PIB chaque année. Donc on n'est vraiment pas sur un effort budgétaire très important. Et puis surtout, il faudrait comprendre que la monnaie, on a un système qui est un peu schizophrène parce qu'en fait, on a écrit un livre avec Alain Grandjean, donc qui est membre aussi du Haut Conseil pour le climat sur la monnaie écologique. Et en fait, il faut savoir que la monnaie et la dette sont liées, intimement liées. Il n'y a pas de monnaie sans dette et il n'y a pas de dette sans monnaie. Alors quand on s'offusque finalement de ces plans de relance ou du quantitative easing de la Banque centrale, la véritable question, à mon avis, qu'on devrait se poser, c'est quelle est la nature de notre système monétaire qui nous fait dépendre toutes nos activités de la dette privée comme publique et comment cette monnaie est injectée et transmise dans le circuit économique. Et là, on s'apercevrait que la Banque centrale, depuis que les traités européens ont forcé à ne pas financer les États, ont passé que par les banques privées, tous les canaux de transmission de la politique monétaire passent désormais par les banques privées. Et donc c'est pour ça qu'on voit des montagnes de liquidités qui s'accumulent, qui font des bulles sur les marchés financiers, au lieu de venir irriguer l'économie réelle. Christian Saint-Etienne évoquait la BPI, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait aujourd'hui, par exemple, la BPI, il faudrait tripler au moins son capital. La BPI française a un bilan total de 75 milliards d'euros. La KfW allemande, qui est son équivalent, a un bilan de 500 milliards d'euros. Donc vous voyez, on a de la marge. Et en plus de ça, on a des règles d'engagement de la BPI qui sont un peu contre-productive, puisqu'on dit que la BPI ne peut investir qu'en co-investissement ou en cofinancement avec le privé. C'est-à-dire que là où le privé n'investit pas, la BPI n'y va pas. Or, c'est pas comme ça qu'on fait une stratégie industrielle. Oui. Je vous interromps, Nicolas, on fait une pause, on revient, on continue, on reprend ce débat, pardonnez-moi, juste après. C'était une figure nationale, il était connu à l'époque. Quels étaient les grands aspects de sa personnalité ? Gudin, de la Sabionnaire, donc sera un des plus grands généraux donc de division de la Grande Armée. Et ce général, il sera toujours fidèle à la Révolution, mais aussi fidèle à l'Empire. Et s'il n'est pas populaire, il est respecté. Ça, sans aucun problème. Et lorsqu'il va être atteint par ce boulet de canon le 19 août 1812, ça va être une grande perte. Aujourd'hui, Français et Russes, main dans la main, pour retrouver les ossements du général Gudin. Comment, diplomatiquement, cette découverte résonne-t-elle ? Moi, je pense qu'elle arrive au meilleur moment, parce que je pense que les liens entre la Russie et la France sont des liens historiques. Entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont déversées donc, dans les eaux turquoises mauriciennes. Est-ce qu'il faudrait étendre l'enquête aux autorités portuaires, voire plus haut ? Le gouvernement a annoncé une enquête sur les circonstances
du naufrage. Nous devons maintenant établir la chaîne de responsabilité nationale. Il faut savoir que la partie arrière du bateau contient encore environ 50 à 100 tonnes de fuel, donc ça pourrait aussi actuellement se fracasser et causer un deuxième déversement de pétrole. En plus, ça arrive après le Covid-19, donc nous avons un secteur hôtelier et touristique qui est à genoux en ce moment. Les impacts de la catastrophe sur l'environnement marin, mais aussi sur les populations au niveau de la santé, vont se faire ressentir pendant des décennies. Il faut s'attendre aujourd'hui à Maurice aussi à un désastre sanitaire. Les catastrophes, on en a vécu. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas si pessimiste que ça. Comment sortir de la crise que nous avons provoquée en mettant l'économie sur pause pendant les 2 mois de confinement? On en débat avec Jean-Marc Daniel, qui est économiste, c'est l'auteur de Macron, la vache folle de Jupiter, aux éditions de l'Archipel, avec Dominique Méda, j'ai dit la valse folle, c'est la valse folle. C'est la valse folle. Dominique Méda, co-auteur d'Une autre voie est possible, qui ressort en poche chez Flammarion dans une édition augmentée. Christian Saint-Étienne, qui vient de publier Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob, et Nicolas Dufresne, qui est le co-auteur avec Alain Grandjean du livre Une monnaie écologique, qui était paru en février dernier chez Odile Jacob. Un mot, puisqu'on a parlé d'État stratège, ce haut commissariat au plan, le commissariat au plan a connu ses heures de gloire sous la 4e République, sous Georges Pompidou, sous évidemment le général de Gaulle. Il y avait un formidable plan calcul qu'on a arrêté à l'époque, qui nous aurait peut-être permis d'indépendance informatique que nous n'avons pas. Toujours est-il que ça revient et que c'est François Bayrou qui va être le haut commissaire au plan. Pensez que ça peut être un moyen de nous sortir de là ? J'ai qualifié cette idée dans un journal de loufoque, et encore j'étais modéré dans ma façon d'appréhender la situation. Je suis assez surpris du tour de la conversation, parce que l'État ait besoin d'être stratège. Bon, encore une fois, on n'est pas en 1944, même si je pense qu'il faut donc produire. Mais quand Jean Monnet a créé le commissariat général au plan, d'abord il avait eu la sagesse de dire que il était installé dans le bureau de Jules Méline, et il avait eu la sagesse de renvoyer le portrait de Jules Méline, symbole du protectionnisme français, à la cave. Donc il considérait qu'une des premières choses que devait faire l'économie française, c'était de s'ouvrir. Alors qu'on est plutôt dans une période où on nous annonce qu'il faut être souverain, qu'il faut se méfier des importations, il faut reconstituer des chaînes de production françaises. Donc je pense qu'on est à rebours même de la pensée de Jean Monnet. Et la deuxième chose qu'avait faite Jean Monnet, c'est de recruter un cuisinier, parce qu'il considérait que le plus utile dans le plan, c'était de mettre autour de la même table les partenaires sociaux. Je pense que si Bayrou en reste là, c'est-à-dire s'il garde l'idée qu'il faut que Méline reste à la cave et qu'il ait un bon cuisinier, ce sera à peu près acceptable. Mais cette idée qu'il faut un État stratège, je dis pourquoi pas, mais je crois que l'immédiateté n'est pas dans l'État stratège. Il y a tout un tas de chefs d'entreprise qui se posent la question de savoir s'ils seront encore là à la fin de l'année. Leur considération, c'est pas de savoir est-ce qu'on a bien fait le plan numérique, est-ce que le plan calcul aurait dû être... Leur vraie question, c'est qu'on a détruit leurs fonds propres en les empêchant de travailler pendant 55 jours, et est-ce que les prêts garantis par l'État vont être maintenus? Est-ce que lorsqu'ils vont faire revenir des gens dans leurs usines et dans leurs lieux de travail, est-ce qu'ils vont être menacés de procès si les masques ne sont pas portés correctement? Est-ce que un certain nombre de décisions qui ont été annoncées vont être maintenues ou vont être rapportées? Donc je crois qu'on a besoin moins de considérations générales tels que François Bayrou pourrait les incarner, et plus d'éléments concrets axés sur cette idée que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et donc la première nécessité, c'est de sauvegarder notre tissu productif actuel. La deuxième remarque que je ferai, c'est pour en revenir à l'idée qu'on ne dépense pas tant que ça. Je maintiens quand même que tous ces plans de relance, toute cette annonce du déversement de sommes colossales est en train de provoquer des mécanismes anxiogènes. 2 éléments pour ça. Je maintiens que quand vous avez un prix de l'or qui atteint $2000 l'once, alors qu'il y a 50 ans, il était à $35 l'once, vous avez une sorte de sanction par la vie quotidienne du marché, d'une sorte de dérive sur le rapport à la monnaie, qui est une dérive qui, encore une fois, inquiète la population. Et vous avez un autre
élément dans ça, c'est que vous avez de plus en plus de gens qui gardent des billets. Alors qu'on annonce qu'on va créer de la monnaie, les banques sont en train de demander à la population de rapporter les billets. C'est-à-dire la quantité de billets en circulation qui représentait avant la crise environ 7 à 8% de la production, maintenant est portée à environ 10 à 12% de la production. Alors la production a reculé, mais vous avez une augmentation de la thésaurisation de billets et les banques manquent de billets. Parce que la population se dit, entre le compte en banque, toute cette monnaie, et le billet, finalement, le billet est plus sûr. Donc je crois le billet est sous le matelas. Le billet est sous le matelas. Donc il y a ce mécanisme de thésaurisation. Alors on dit non, mais c'est de l'épargne forcée. Non, c'est de la vraie thésaurisation, de la vraie angoisse. Parce que l'épargne, c'est un élément assez positif. L'épargne, c'est ce qui va être porté vers l'investissement, c'est ce qui va servir. Non, là, c'est vraiment la thésaurisation balsacienne. C'est Et ça, c'est issu de toutes ces politiques dont je maintiens qu'elles sont par nature anxiogènes. On parle d'équivalence ricardienne quand on fait ça de façon un peu savante. Je pense que tous ces mécanismes sont en train de se mettre en place et la première sagesse qu'on devrait avoir, c'est de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Le Haut Commissariat au Plan, vous en espérez quelque chose, Dominique Méda ? Mais moi, je trouve que c'est une super idée. J'ai vécu le passage du commissariat au plan à, ça s'appelait le Centre d'analyse stratégique, puis maintenant en stratégie. En 2006, ça a été supprimé par Dominique de Villepin. Voilà, j'avais participé à un rapport super intéressant avec un merveilleux groupe de travail sous la direction de Jean Boissonnat. On avait écrit « Le travail dans 20 ans ». En 1995. Et ce rapport proposait notamment une idée qui n'a bien sûr pas été mise en œuvre, qui s'appelait le contrat d'activité et qui consistait à mettre en place en quelque sorte les organisations permettant d'éviter aux personnes de passer par la case chômage. C'était vraiment très intéressant et j'ai encore un désaccord avec Jean-Marc Daniel, mais donc je pense que la tâche de planification, de coordination, de conception, de reconstruction, elle est absolument majeure. Elle ne doit pas seulement incomber à l'État, mais aussi bien sûr aux collectivités territoriales avec les entreprises et les ménages, à l'évidence. Mais je crois qu'il faut un chef d'orchestre. On en a eu besoin au moment de la reconstruction, on en a absolument besoin maintenant, parce que, je reviens sur ce que disait Christian Saint-Etienne tout à l'heure sur les emplois. Une autre chose que nous n'avons pas su faire, c'est anticiper les mutations. C'est pour ça que j'utilise le terme de reconversion écologique. Parce que je pense qu'il faut à la fois une intense conversion intellectuelle pour faire cette reconversion écologique, mais on va être aussi face à la nécessité opérationnelle de reconvertir des gens et des territoires. C'est-à-dire qu'il va falloir fermer des secteurs qui émettent trop de gaz à effet de serre et en ouvrir beaucoup d'autres. Et ça se fait. On ne peut pas laisser le hasard faire ça. On doit coordonner ces choses-là. Et notamment, quelque chose qui m'étonne énormément, c'est qu'on n'est pas encore pensé à cartographier les compétences de toutes les personnes qui travaillent dans des secteurs qui doivent être fermés et les compétences désirées, nécessaires dans les organisations à ouvrir. On a eu un seul travail, un peu général là-dessus. Il a été fait par Laurence Parisot, avec une équipe de la DGEFP, etc. C'est une sorte de programmation, de plan pour les emplois et les compétences. C'est un rapport tout à fait intéressant qui nous montre dans chaque secteur combien on va pouvoir fermer, ouvrir d'emplois et comment on va faire très finement les nouveaux appariements nécessaires. Mais ça, on devrait avoir des centaines de personnes là-dessus. Donc si le commissariat au plan, le nouveau commissariat au plan doit faire ça, je trouve ça vraiment formidable. Vous y croyez, Christian Saint-Etienne ? Moi, je pense qu'il y a deux aspects de ce projet. Le premier, c'est celui qu'évoquait Jean-Marc Daniel. Effectivement, les gens ne se parlent plus sur le long terme. Et donc, remettre les partenaires sociaux autour de la table. Alors, c'est pas seulement... Il faut faire attention, malgré tout, parce qu'il y a beaucoup d'archaïsme chez les partenaires sociaux, y compris au MEDEF, qui n'est pas forcément, je vais me faire des amis, mais l'aile la plus marchande du patronat. Donc, il faut des gens venant de Croissance Plus, il faut des gens justement du secteur des nouvelles technologies. Mais je crois que c'est très important. On évoquait par exemple tout à l'heure la construction d'une filière nouvelle entière
de croissance durable, commençant par l'isolation des bâtiments et la rénovation des infrastructures. Bon, ça se fait pas comme ça, en claquant les doigts, quoi. Nous avons de très belles entreprises dans ce secteur, comme je l'ai évoqué. Il faut les mettre autour d'une table avec les présidents de région, avec les présidents de départements et des grandes collectivités locales. Moi, j'ai déjà fait par écrit dans des journaux une proposition que je reprends d'ailleurs dans mon livre sur le libéralisme stratège. Moi, vous savez que nous sommes tombés de 36 000 à 35 000 communes, mais les 35 000 communes sont toutes reliées à 1200 intercommunalités. Moi, je proposerais de passer l'élection communale de la commune à l'intercommunalité et je créerais, sans aucun changement institutionnel, je transformerais simplement les intercos j'appellerais ça commune métropolitaine, et surtout, je donnerais par la loi, obligation à ces communes métropolitaines, c'est-à-dire les actuels intercos, de faire des plans de programmation stratégique à 6 ans, renouvelés tous les 3 ans. Et je donnerai au département, dans un premier temps, la mission de les intégrer, et ensuite également l'intégration au niveau des régions. Et donc l'idée étant à ce moment-là que je rejoins Jean-Marc sur un point, c'est pas François Bayrou qui est tout à fait estimable, mais qui va nous dire quelle entreprise doit produire quoi, ça doit venir du terrain. Mais en revanche, que cette co-intégration se fasse dans le nouveau commissariat au plan, notamment grâce à une très belle cuisine, pourquoi pas. Mais ce qui est très important, c'est qu'on mette autour de la table les gens qui vont créer et développer cette filière. Et l'État, c'est pas celui qui dit on va investir 1 million ici ou là. L'État doit être le facilitateur. C'est celui qui met tout le monde autour de la table avec une ambition, parce que si on dit qu'il faut isoler 700 000, 800 000 ou 900 000 logements par an, il faut avoir une planification qui dise où est-ce qu'on commence, comment on fait, qui le fait. Voilà. Donc c'est tout ce travail qu'il faut réaliser parce que ça ne va pas se faire naturellement. Nicolas, un mot aussi sur le commissariat au plan, le retour. Oui, alors déjà, on n'est pas dénué complètement d'organismes stratégiques qui pensent. On a France Stratégie, on a un commissariat général à l'investissement qui distribue les sommes du PIA, du programme d'investissement d'avenir. On a on a une époque où on avait des plans industriels. C'était Arnaud Montebourg qui avait bâti 34 plans industriels, 34 filières qui aujourd'hui ont été un peu qui ont été plus ou moins abandonné par Emmanuel Macron quand il lui a succédé. Aujourd'hui, on a des organismes, mais tout ça est très dispersé, et c'est vrai qu'on manque de vision et qu'on manque un peu de pilotage de tout ça. Moi, je pense que la planification, et donc la planification, c'est une idée neuve finalement. Parfois, il y a cette citation de Régis Debray que j'aime beaucoup, qui dit parfois c'est par le rétroviseur qu'on avance. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je trouverais pas mal qu'on regarde un petit peu ce qui s'est fait en effet au moment de la reconstruction en 1945. Pourquoi ? Parce que à l'époque, qu'est-ce qui nous a sorti des difficultés héritées de la guerre? C'est le plan Marshall qui était un plan, et c'est des plans successifs de reconstruction en France et en Europe. Et on avait, pour appuyer ces plans, un circuit du Trésor qui permettait de drainer l'épargne des banques vers des investissements qui étaient décidés pour le futur. C'est comme ça qu'on a eu un grand plan d'investissement pour l'énergie, pour le ferroviaire, pour tout ce qui a fait ensuite les atouts de la France, voilà. Donc on avait aussi une capacité d'emprunter
à notre banque centrale d'avoir des avances, alors des avances remboursables qui étaient des prêts à taux zéro, et même des avances non remboursables qui étaient des subventions, donc de la création monétaire libre, sans dette en contrepartie, qui ont permis d'investir massivement. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, dans le livre avec Alain Grandjean, c'est notamment ce qu'on recommande, en plus de faire de l'annulation de dette conditionnelle pour la BCE. Voilà, donc moi je pense qu'on a beaucoup à apprendre et à reprendre de cette période du plan, de la planification, où l'État pouvait compter sur des outils financiers, industriels puissants. Et voilà, et alors juste, je termine avec un dernier point, parce que je voulais rebondir tout à l'heure. On se posait la question comment sortir les 75 à 100 milliards d'euros d'épargne forcée qui ont été accumulés ces derniers temps. Peut-être que pour ça, il ne faut pas faire qu'une politique de l'offre, mais faire aussi un peu une politique de la demande. Dans le plan de relance, de ce qu'on en sait aujourd'hui, il n'y a aucune baisse de TVA, contrairement à l'Allemagne, qui va baisser sa TVA, d'ailleurs, et qui l'avait déjà fait de manière un peu ciblée, par exemple sur les billets de train, pour relancer le transport par le train dans une optique de transition écologique. On n'a pas non plus de relance du point d'indice qui est gelé depuis 10 ans. On a une épargne forcée qu'on ne va pas aider à se débloquer. Et pourquoi les gens aujourd'hui ne consomment pas, c'est pas à cause de l'équivalence ricardienne, c'est pas parce qu'ils ont peur que demain leurs impôts augmentent, c'est parce que tout simplement il n'y a pas de perspective. Et si on fait qu'une politique de l'offre et que les entreprises n'ont pas plus de perspective demain d'avoir des débouchés, d'avoir des marchés, tout ça ne servira pas à grand chose et ça ne comblera pas l'écart avec les autres pays. La question que se pose aussi pas mal de Français, vous allez peut-être pouvoir y répondre, puisque vous êtes si soucieux des entreprises, Jean-Marc Daniel, c'est est-ce qu'il va falloir travailler plus ? Et on a bien vu, à l'université du MEDEF, c'était quand même là. Hein. Oui, je pense qu'il va falloir travailler plus. C'est ce que je disais d'ailleurs dans les propositions que vous m'aviez demandé en tout début d'émission. Je pense qu'il va falloir supprimer les jours de congé. Et donc, je pense encore une fois que la création de richesse, c'est pas de la création de monnaie, c'est pas la banque centrale qui crée la richesse, c'est les gens qui vont dans des usines pour travailler. Et je pense que vous avez un problème en ce moment, donc qui est un problème là aussi de moyen et long terme, mais qui a été amplifié, et c'est que la productivité n'est pas au rendez-vous, donc il faut travailler plus parce que l'efficacité du capital ne se développe pas comme on l'espérait, et parce que pendant 55 jours, on n'a pas travaillé. Donc je pense qu'il faut travailler plus. Quant à l'idée que on va manquer de demande, encore une fois, les gens ont thésaurisé. Si vous baissez la TVA, ça ne va pas les inciter à dépenser plus. Ils ont thésaurisé, non pas parce que la TVA est trop importante, ils ont thésaurisé parce qu'ils n'ont pas de véritable lecture de l'avenir. Alors, Dominique Méda, pour travailler plus, dans le rapport de Jean Boissonnat, je pense qu'elle se souvient de l'introduction de Jean Boissonnat, et dedans, Jean Boissonnat disait que le groupe de travail avait écarté assez rapidement l'hypothèse des 35 heures, parce que ça lui avait paru non actuel. On est en 95, et le groupe de travail avait dit les 35 heures, ça peut pas être actuel. Et Jean Boissonnat avait accordé une interview à l'Expansion, qui était son journal d'origine. Et il dit, ça me paraît tellement absurde de faire les 35 heures que je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Donc je pense qu'effectivement, on rentre dans une période au moment où on est en train de nous dire qu'il va falloir faire la semaine de 4 jours. Il y a un certain nombre, dans la Convention citoyenne, d'ailleurs, ça avait été évoqué, l'idée des 28 heures. Je pense qu'il va falloir travailler plus. Néanmoins, pour conclure sur cet aspect-là, je pense que la nature du travail va changer. Et que ce qu'on aura retiré de cette période de confinement, c'est l'émergence du télétravail. C'est-à-dire le fait que le travail dans un lieu prédéterminé, qui était un peu le travail industriel, une usine, c'est des gens qui sont dans un lieu avec une chaîne, qui sont contraints dans l'organisation de leur travail. Et en plus avec un masque à partir de l'année prochaine. Voilà, alors avec bon. Et donc ce travail-là, dans l'économie du numérique, dans l'économie de la connaissance, dans l'économie de l'échange, est un travail qui peut être délocalisé d'une certaine façon, qui peut être organisé autour du télétravail. Le président de la République, à l'époque où il était candidat, avait dit on va passer de la société employeur-employé à la société client-fournisseur.
Et je pense que là, il y a une vraie réflexion sur ce que va devenir le travail. Mais l'idée que on va avoir un travail salarié pendant 4 jours et que c'est ça la solution, ça me paraît, pour revenir à Jean Boissonnat, et j'insiste auprès de Dominique Méda, mais oui, mais qui moi était aussi, témoin, qu'elle aille relire ce que disait Jean Boissonnat, ça me paraît non actuel. Donc Jean Boissonnat, journaliste, créateur de l'Expansion. Dominique Méda, vous pensez comme Jean-Marc Daniel Mais non, ça m'étonnerait. Mais non. Et alors, pour avoir tenu la plume de ce rapport, je peux vous dire que dans le scénario rose, vous savez, on faisait toujours à l'époque un scénario noir. Donc, dans le scénario rose, bien sûr qu'était prévue la réduction du temps de travail. Et peut-être que Jean Boissonnat ne partageait pas ce scénario. Ah non, lui, il ne partageait pas, à titre personnel. Était prévue une forte réduction du temps de travail. Et alors, vous avez vu aussi que le grand syndicat allemand IG Metall, qui est très sérieux, qui a accompagné quand même en partie, qui a été obligé d'accepter les réformes Hartz, demande le passage à 32 heures. Et moi, si vous voulez, si vous me demandiez quelle est ma solution idéale, mon monde idéal, je dirais que certainement qu'avec la reconversion écologique, on va avoir besoin de plus de travail humain. D'ailleurs, c'était en effet la première phrase du rapport Boissonnat, c'était le travail ne manque pas. Donc on va avoir besoin de plus de travail humain parce qu'on va devoir économiser ces adjuvants chimiques et mécaniques qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Mais là où on devra montrer notre intelligence, c'est dans notre capacité à répartir ce volume de travail supplémentaire sur l'ensemble de la population en âge de travailler. Et à mon avis, en fin de compte, on arrivera certainement à une certaine forme de réduction du temps de travail. Et en tout cas, ce qui me semble essentiel, c'est de ne pas procéder comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors, des pays l'ont fait de façon pire que nous, justement Allemagne et Royaume-Uni, de ne pas procéder en promouvant le temps partiel, mais en promouvant une réduction de la norme de travail à temps complet pour tous. Est-ce qu'on va parvenir à rembourser tout cet argent? Est-ce qu'il va falloir le rembourser? Parce que là, l'endettement est historique, mais pas seulement les collectivités publiques, les entreprises privées aussi. Qu'en pensez-vous, Christian Saint-Etienne? Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, je vais répondre sur cet aspect-là, mais c'est lié. On s'attend tous à une baisse de la production en 2020 de l'ordre de 10%. Il y a des prévisions qui avaient été faites à moins 11, d'autres à moins 9. Ça va probablement terminer à moins 10. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui baissent de moins 10. Donc c'est une mutation qui est en cours. C'est-à-dire que vous allez avoir 30% des entreprises qui vont faire plus 10%. Vous allez avoir 50% des entreprises qui vont effectivement faire moins 10%. Mais vous allez enfin avoir 20% des entreprises qui vont faire moins 40%, parce que soit une partie d'entre elles vont disparaître, soit elles vont être restructurées. Et donc le point central, c'est que quand on dit qu'il faut, quand on parle du temps de travail, il ne peut pas être le même partout. Dans les entreprises, les 30% d'entreprises que j'évoquais, qui vont avoir 10 ou 15% d'activité de plus cette année, qui ont déjà une suractivité parce qu'elles répondent à la demande dans les secteurs que les Français privilégient aujourd'hui. Là, si la décision de temps de travail peut être faite au niveau local, à l'intérieur de l'entreprise, ça fait sens s'il y a beaucoup de demandes adressées à cette entreprise de travailler 40, 42 heures ou 44 heures. Et d'augmenter l'emploi et d'augmenter le temps de travail. Parce que ce faisant, on crée de la richesse, donc on crée des recettes fiscales, et donc on crée aussi, on distribue du pouvoir d'achat, ce qui va irriguer le reste de l'économie. Donc dans ces secteurs-là, ça peut tout à fait faire sens de travailler 45 heures par semaine, peut-être pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, pour répondre à cette demande. Si on bloque ces secteurs qui font face à une demande forte, c'est un carcan qu'on met sur tout le monde. Donc ça, c'est le point central. Et effectivement, l'autre point qui est clé, qui a été évoqué par Dominique Méda, que peu de gens comprennent,
hein, c'est que du travail, il y en a. Il y en a beaucoup. La question, c'est que on n'a pas forcément les gens qualifiés pour répondre à ce travail. Mais regardons dans le rétroviseur, comme ça a été dit tout à l'heure. Placez-vous en 1800. Hein. En 1800, il y a 20 millions d'habitants en France, 24-25 millions, et 80% sont dans l'agriculture. Et vous dites aux gens à ce moment-là, dans 2 siècles, il y aura que 3% des gens dans l'agriculture, hein, et on sera 67 millions, et les gens qui travaillent le nombre de gens qui travaillent aura triplé. Les gens vous aurez enfermé immédiatement en disant vous êtes complètement cinglés. Hein, c'est parce qu'en fait on n'imagine pas les possibilités de développement de l'emploi. On l'a dit au début de cette émission, la filière d'isolation des logements, c'est 300 à 400 000 emplois pérennes sur les 30 à 40 prochaines années. Hein. Mais il y a plein d'autres secteurs. Si on développe massivement la robotisation et la numérisation en faisant en sorte qu'on produise en France et à tout le moins en Europe des technologies, c'est des millions d'emplois. Voilà. Donc, c'est très important de ne pas avoir une norme unique sur la durée du travail. Dans les entreprises qui sont en difficulté, ça peut être utile de passer à 4 jours par semaine. Alors, il y a un point qui est clé en Allemagne. Hein. Quand en Allemagne, on dit 32 heures, c'est payé 32 heures. Hein. En France, quand on passe de 39 à 35, c'est payé 39. En Allemagne, c'est pas du tout ça. Il reste une minute, je vous quand les interromps, Allemands passent à 32 heures, c'est payé 32 heures. Nicolas Dufresne, sur l'emploi ou sur le remboursement des dettes, est-ce qu'on les remboursera, ces dettes, un jour ? Je pense qu'on ne les remboursera probablement pas. Alors après, bon, une dette, par exemple, une dette publique, ça se fait rouler dans le temps. Sauf que le problème, c'est que là, le niveau de l'endettement va être tellement élevé que à chaque fois que l'endettement grandit, il y a toujours ensuite des tendances à vouloir le réduire, y compris, et c'est problématique, quand on emprunte à taux négatif. Hein, on voit que depuis 2015, on emprunte à taux nul ou négatif, et pourtant la moyenne des États européens s'est désendettée au cours des 5 dernières années avant la crise. Alors nous, ce qu'on a proposé, notamment avec Gaël Giraud, avec d'autres économistes, avec mon co-auteur Alain Grandjean, c'est qu'on puisse aujourd'hui annuler la partie des dettes publiques que détient la Banque centrale en échange d'investissements de même montant dans la transition écologique, dans la transition sociale, dans tout ce dont on vient de parler. Pourquoi ? Parce que ça ne coûterait rien à personne, parce qu'une banque centrale ne peut pas faire faillite, bien évidemment, et parce que ça permettrait de fournir une incitation à investir qui serait très importante, et c'est là-dessus que on pourrait bâtir des plans de relance qui en soient vraiment. Je rappelle que la Banque centrale détient près de 2300 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne. Si on annulait la partie qu'elle détient, ce qui ne pénaliserait, je le répète, aucun épargnant, aucun ménage, on aurait de quoi faire des plans de relance autrement plus importants et opérer toutes ces transitions dont on parle depuis tout à l'heure. Merci tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.